Merci de nous honorer de votre présence sur Afrique Média. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Africa. En Guinée équatoriale, le président de la République, Obiang Bazogo, s'est réuni au Palais du Peuple à Malabo avec le staff directif du département de l'information, de la presse et de la radio pour un nouveau dynamisme laboral. Responsabilité, probité et intégrité, ce sont les mots d'ordre que le président de la République, son Excellence Obiang Bazogo, a prescrits hier aux professionnels de la radio-télévision nationale et de la presse écrite lors de son entretien au palais présidentiel avec ces derniers. L'entretien durant lequel était également convié le tout nouveau patron de l'information de la presse et de la radio Théobald Donchasso Matomba était propice pour le chef d'État et du gouvernement de dénoncer avec acuité certaines imperfections, incohérences et insuffisances professionnelles, certains tares et anachronismes qui minent et gangrènent les médias d'État, tels que le manque de professionnalisme, la corruption, l'irresponsabilité, le manque de sérénité et de volonté. À cela s'ajoute des éternelles guéguerres, rivalités, luttes intestines et des égos qui nuisent et portent atteinte énormément au bon fonctionnement de la radio-télévision nationale et à la presse écrite. Autant donc pour le président de la République de sensibiliser et de conscientiser les uns et les autres, professionnels des organes de presse de l'État, pour un service de qualité et efficient où seul doit prévaloir le respect de l'éthique et de la déontologie de ce noble métier avant d'exhorter les responsables du quatrième pouvoir du pays à la formation des ressources humaines pour impulser un nouveau dynamisme fonctionnel et laboral afin de redorer le blason de l'audiovisuel national et de la presse écrite. Voilà donc, et puis un séminaire s'est ouvert à Sipopo sur l'échange et sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives en Afrique, et ce sous les auspices du ministère de la Justice, du culte et des institutions pénitentiaires. Du 17 au 18 septembre, la cité balnéaire de Sipopo abrite un séminaire atelier d'échange sur l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives avec l'appui financier de l'ICF. Sous la houlette de Madame la ministre équato-guinéenne de la Justice, Evangelina Philomène Oyo-Eboulé, qui, dans son allocution inaugurale, a martelé que l'une des prérogatives et actions du gouvernement équato-guinéen est d'intégrer la Guinée équatoriale dans tous les organismes internationaux et surtout de la sous-région pour démontrer que l'Afrique ne peut se développer que par la synergie de ses ressources humaines. Créée en 1993, l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et dont la Guinée équatoriale est membre actif, doit faire valoir son expertise pour accompagner la Guinée équatoriale dans son émergence économique, avec en prime la diversité et la compétitivité économique, a dit en substance la ministre équato-guinéenne de la Justice avant d'inviter les opérateurs économiques d'Afrique à investir en Guinée équatoriale. Durant 48 heures, les séminaristes venus de 17 pays d'Afrique, membres de l'OADA, animeront des ateliers économiques et de commerce à travers un cycle de conférences de sensibilisation harmonisée relatifs bien sûr aux droits des coopérations et des coopératives, par des experts économiques et financiers et des patrons des petites et moyennes entreprises avec pour principal objectif au nom de l'OADA s'est déployé en ce moment en République de Guinée équatoriale pour y accompagner un atelier de sensibilisation sur l'acte uniforme portant organisation, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. Au sortir de ces travaux, l'Afrique en général et l'OADA en particulier pourraient redorer son blason dans le secteur économique et des sociétés coopératives locales. Et on quitte la Guinée équatoriale pour la Guinée-Conakry où les travaux d'installation des lampadaires solaires se poursuivent à travers la capitale. Un projet de 10 000 lampadaires pour les artères de la Guinée-Conakry dont 1100 devait être prêt d'ici un mois. Le projet d'électrification des voies et autres espaces publics initié par le gouvernement se poursuit. 1100 lampadaires sont en cours d'installation dans les communes de Matoto, Matam, Ratoma et Dixine. L'axe Pont 8 novembre aéroport est déjà achevé. Plus d'une centaine de panneaux fonctionnent.
Au rond-point de la tannerie et au marché Bonfi par exemple, les ouvriers s'activent à creuser les trous devant abriter les panneaux. Pour toute la commune de Matoto, j'ai 400 fouilles à réaliser et ça doit me prendre 4 jours de travaux. Et nous travaillons 24 heures sur 24 heures, il n'y a pas de répit. Nous travaillons nuit et jour. Nous avons 2 équipes, une équipe journalière et une équipe nocturne. Vous voyez la luminosité de ces lampes là, c'est vraiment, ça dépasse les commentaires. Si vous sillonnez un peu aujourd'hui sur l'autoroute, vous allez voir l'luminosité de ces lampadaires qu'on vient d'implanter par rapport aux anciens. Ça, le gouvernement nous a instruit d'assurer la maintenance. Ce que nous sommes en train de réaliser, je peux vous affirmer que la maintenance est déjà assurée. Ces panneaux double et monocross sont équipés de paratonnerres avec 2 batteries par panneau. Les travaux sont exécutés par le groupement Somec ADS. Selon ces spécialistes, la durée de vie des panneaux est estimée à 25 ans. Les jeunes Guinéens se mêlent à la construction des valeurs telles que le développement et la préservation de la démocratie. En effet, ils viennent de faire des propositions qui seront soumises aux différentes partis politiques guinéennes. Représentatifs de la diversité de la jeunesse guinéenne venant des 4 régions naturelles. Appelés jurys citoyens, ils partent du principe que tout citoyen informé et formé sur des sujets politiques, économiques et sociaux est à même de produire des propositions pertinentes. Le jury citoyen, c'est une forme d'organisation de jeunes pour les amener à s'exprimer, à porter des propositions sur des questions qui intéressent le pays notamment. Et pour construire cette expression de la jeunesse et l'amener à formuler ces propositions, nous avons choisi le moment des élections. Et donc ce jury citoyen a été constitué lors des présidentielles en juin et présentement donc il a été reconstitué pour les législatives. Ces jeunes veulent révéler une nouvelle image de la jeunesse, celle d'une jeunesse qui, au-delà de la contestation, constitue aussi une force de proposition. Accompagnée par le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne, PROJEG, le processus a permis de réfléchir aux principaux problèmes que la Guinée rencontre avant de faire des propositions sur 3 thématiques. Aujourd'hui, on a le jury citoyens, donc c'est 25 jeunes, c'est 15 jeunes filles et c'est 10 garçons qui ont des propositions toutes prêtes sur l'éducation, la formation, l'emploi, sur l'unité nationale et sur genre et développement pour dire aux candidats, voilà la proposition que nous avons, nous en tant que jeunes, que nous vous soumettons pour vous demander, arrivez à l'Assemblée nationale, êtes-vous prêts à porter ces propositions que nous vous faisons en termes de loi, en termes d'initiatives que vous allez prendre au niveau de l'hémicycle. Avec plus de 60% de la population, la jeunesse constitue une couche déterminante. Pourtant, elle s'estime exclue de tout cadre de prise de décision. Le jury citoyen, avec le portage de ses propositions devant les candidats aux élections législatives, veut prouver que la jeunesse guinéenne est capable de participer de manière efficace au débat de développement de ce pays. Et puis au Cameroun, l'ouest du pays a célébré son illustre fils. C'était à l'occasion de la cérémonie de remerciement au président Paul Biya pour l'investiture et l'élection de Marcel Niat Nifendi à la présidence du tour premier Sénat au Cameroun. Les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, les présidents des partis politiques, les gouverneurs des régions, autorités administratives, religieuses et traditionnelles de toute la République ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie par leur présence massive. En début de l'événement, les ministres de culte ont loué le Tout-Puissant de bénir la célébration et transformer l'illustre fils élu du jour en un partisan de paix divine. Aussi, les orateurs se sont succédés à la haute tribune pour dire merci à son Excellence Paul Biya pour cette marque de sollicitude et féliciter le président du Sénat, Niat Nifendi Marcel, pour sa brillante élection à ce prestigieux poste. Le ministre Emmanuel Ganou Djoumessi,
président du comité d'organisation de la cérémonie, s'est apaisanti sur le secrétariat général du RDPC et la présidence du tout premier Sénat du Cameroun pour illustrer la constante sollicitude du chef de l'État et président de la République, son Excellence Paul Biya pour l'Ouest. Nous lui disons merci pour sa constante sollicitude. Le prétexte de ce merci renouvelé à ce grand homme d'État nous est donné par l'investiture qu'il a bien voulu lui accorder, suivi de l'élection de M. Niad Marcel Difendi, le tout premier président du Sénat de notre pays que l'Ouest a vu naître. Quant au monarque, le sultan Ibrahim Bombou Njoya, il a appelé le président du tout premier Sénat de l'histoire du Cameroun à s'acquitter avec dévouement des tâches qui lui sont confiées par le président Paul Biya. Parlant au nom des pairs, il a répondu vivement à l'invitation du chef de l'État en 1988 en visite à Bafoussam, qui disait, je cite, « Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. » Le Cameroun se fera avec l'Ouest. Depuis longtemps, mais l'acte que le président Paul Biya vient de poser va de loin. Il est la symbole de la foi des gens en la capacité des fils de l'Ouest à participer d'une manière déterminante aux décisions qui conditionnent la marche. Prenant la parole à son tour, le président du Sénat, Niad Difendi Marcel, n'est pas passé par 4 chemins pour prendre l'engagement devant les siens de tout faire pour mériter davantage la confiance de son Excellence Paul Biya à toute la région de l'Ouest. En guise de conclusion, il a convié l'Ouest à savoir dire merci au président Paul Biya, surtout le 30 septembre 2013, lors du double scrutin. La responsabilité des filles et des fils de l'Ouest est particulière, eux qui sont engagés sur tous les fronts dans l'ensemble du pays. Dans le Cameroun de demain, que le président Paul Biya construit avec ténacité, la place est grande pour toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent assidûment tout en respectant les lois de la République, la bonne gouvernance restaurée, l'assainissement de la moralité dans la gestion des affaires publiques. À la fin de la cérémonie, les convives n'ont pas caché leur émotion. C'est un rappel de tout ce qui a été fait au fils de la région que nous voulions faire. Et saisir l'occasion pour dire au chef de l'État merci, merci, merci. Nous adressons notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour ce gros cadeau, pour cette sollicitude. Et on reste toujours au Cameroun où l'esplanade de l'hôpital départemental de Bouda a servi de cadre à la cérémonie marquant le lancement IER, Initiative aux résultats rapides, une cérémonie présidée par le sous-préfet de la localité Aoufak Alienou Yves. Ce projet, qui est une initiative de la CONAC, vise à éradiquer les fléaux de la corruption en milieu hospitalier. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs a regroupé entre autres les autorités politiques, traditionnelles, religieuses et tous les employés de cette formation hospitalière venus écouter les sages conseils des experts en lutte contre la corruption. Le docteur Lundan, membre de la CONAC au ministère de la Santé publique, explique ici le bien fondé de cette organisation. Nous avons plusieurs critères dans la sélection des hôpitaux que nous ciblons. Nous avons d'abord un critère de démographie et puis de
situation d'emplacement stratégique, voilà, je veux dire. Lorsqu'un hôpital est quand même situé sur un site ou bien dans une ville qui abrite un nombre important de population, il est important pour nous de nous assurer que les mesures de protection des usagers de l'hôpital sont bel et bien mises en œuvre dans cet hôpital. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes dans une approche où nous visons la mise en œuvre des IRR en cascade, de manière à ce que le projet qui était un projet pilote au départ il y a 2 ans et qui portait sur 5 hôpitaux seulement, soit au bout de quelques temps généralisé à l'ensemble du système de santé. Donc c'est une démarche progressive que nous avons adoptée. En prélude à la distinction honorifique reçue à l'hôpital de district de Biémassi par la CONAC, le docteur Ndjifou Ndjima Amadou de l'hôpital de district de Bouda a rassuré aux uns et aux autres que tous les efforts seront déployés pour que la prochaine distinction soit attribuée dans son centre. Il en a également profité pour attirer l'attention de quelques brebis galeuses qui s'accordent encore à détourner les malades, qu'aucune erreur de ce genre ne sera tolérée. Pour impulser à nouveau ce que nous avons déjà eu à mettre en place en matière de lutte contre la corruption. C'est d'autant plus que nous serons évalués au bout d'un certain temps. Il est impératif pour nous, tout le monde, tous les membres de l'équipe hospitalière, de s'engager afin de produire ces résultats. Donc je pense que la sensibilisation du personnel qui a été faite à cette occasion doit être un plus. Parce qu'il faut que les gens sachent les différents actes qui sont constitués comme actes de corruption et ce qu'ils peuvent avoir comme sanction et ce qu'il y a comme conséquence au niveau de l'hôpital, au niveau des malades et au niveau du personnel. Pour le président du comité de gestion de cet hôpital, Kouité Martin Milor, par ailleurs maire de la commune de Bouda, le manque d'infrastructures fait encore problème malgré le don récent du CERAC en matière d'équipement, forage, groupe électrogène de grande capacité, etc. Cette cérémonie s'est achevée par des poignées de main d'encouragement et la visite des groupes de danse venus nombreuses rehausser l'éclat de cet événement. Coopération Sénégal-États-Unis. L'État américain s'engage à financer près de 2 milliards de francs CFA à l'État sénégalais. Les deux pays ont donc signé le deuxième amendement de la lettre d'accord, un financement qui consiste au déploiement des forces de sécurité sénégalaises dans la lutte contre les narcotrafiquants. La signature d'accord entre le Sénégal et les États-Unis a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un amendement sur le contrôle et la répression des narcotiques. Ainsi, près de 2 milliards de francs CFA seront mis sur la table pour la formation de policiers et gendarmes pour les opérations de maintien de la paix. Ce partenariat entre les États-Unis et le Sénégal est le fruit d'un engagement des États-Unis en janvier lors de la conférence des bailleurs de fonds au Mali à Addis Ababa, qui prévoyait la dotation en formation et d'autres formes d'appui pour les 4 unités de police constituées dans le cadre de la nouvelle mission de maintien de la paix au Mali. Grâce à cet accord, policiers et gendarmes pourront, avant d'être déployés pour des missions de maintien de la paix, renforcer leurs capacités par une formation harmonisée et plus actualisée. En effet, le texte que les deux gouvernements se proposent d'amender vise à renforcer la collaboration dans le domaine sécuritaire par des sessions de formation au profit des agents de la police et de la gendarmerie devant participer à des missions de gestion de la paix prioritaires, onusiennes et régionales. Cet accord vise alors à renforcer la collaboration entre le Sénégal et les États-Unis dans le domaine sécuritaire, mais surtout à rendre les troupes sénégalaises plus performantes dans leur mission de gestion de paix onusienne ou régionale. Un don estimé à près de 160 millions de francs CFA, c'est celui offert par l'ONG Horizon Sahel qui a donc offert du matériel pour les consultations spécialisées à l'hôpital militaire de Ouakam. C'est le général de corps d'armée qui est venu spécialement réceptionner le matériel. Pour le général Doussou, son déplacement se justifie par surtout l'importance du geste renouvelé de l'ONG Horizon Sahel.
Cette structure qui vient encore au chevet de l'hôpital militaire de Ouakam pour la 3e fois en 3 ans. Ces dons, à l'instar de celui-ci, permettent aux médecins et infirmiers militaires de satisfaire la demande sociale. Un don qui est estimé à plus de 100 millions. Un don qui est destiné, donc certes, aux militaires, à nos blessés de guerre, qui constituent la préoccupation première du commandement, mais également qui va profiter aux populations civiles qui constituent 80 à 90% de notre activité, donc qui va profiter à la population sénégalaise. Composé pour l'essentiel de matériel pour les consultations spécialisées, comme la chirurgie, la maternité, la psychiatrie, ce don est estimé à plusieurs dizaines de millions CFA. Aujourd'hui, nous vous avons offert un don estimé à 160 millions de francs CFA. Il y a la valeur, mais ce qui est important, c'est d'entretenir ce matériel-là, comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Toujours au Sénégal, cette fois-ci, ce sont les jeunes qui sont à l'honneur dans le développement du pays. C'est ce que traduit cette caravane de corps initiée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall et organisée par le ministère de la Jeunesse. 2 semaines de solidarité au profit des plus démunis. Quand le chef de l'État va à la rencontre des jeunes de son pays, l'image séduit et se confond avec une réelle volonté d'inculquer des valeurs civiques à la jeunesse sénégalaise. L'hymne national chanté en chœur. La chanson du caravanier résonne au cœur du symbole de la République. Le décor est campé 15 jours après le début de la caravane. Place à l'ultime acte d'une opération de dimension nationale. Aux 4 coins du Sénégal, des jeunes de 14 à 16 ans ont agi pour devenir des citoyens modèles. Nous avons eu l'occasion de faire beaucoup de découvertes, aussi instructives les unes que les autres. Gouindjouli à Kahone, dans la région de Kaolack, le parc de Nyokolokoba, dans la région de Kédougou, la famille de la prêtresse de Cabrousse à l'Institut Diatta, le roi d'Oussi dans la région de Ziguinchor, le pont Faidherbe dans la région de Saint-Louis, la résidence surveillée de Serigne Touba à Diourbel, pour ne citer que cela. Nous tenons aussi à dire que la caravane a été pour nous un grand moment de solidarité, d'entraide et de brassage culturel. Au nom de tous nos camarades caravaniers, nous vous disons merci. Des amitiés se sont scellées, des intelligences en mouvement, sillonner les zones les plus reculées pour mener des actions de solidarité au profit des plus démunis. Entre camps d'utilité publique et caravanes, ces jeunes ont eu des vacances utiles pour servir leur nation. Vous avez appris pendant cette caravane à utiliser vos mains et votre intelligence pour créer. Vous avez appris à confectionner, vous avez appris à mettre la main dans le cambouis, comme disait l'autre, et donc à jardiner, à labourer, à arroser, mais aussi à aider des sinistrés de la banlieue. Et c'est cet esprit qu'il faut promouvoir dans notre pays. Car les plus grandes nations de ce monde ont été bâties par les citoyens de leur pays. Nul citoyen dans le monde ne peut venir développer votre propre pays. Donc si le Sénégal demain devra être un pays développé, ce sera par le fait des Sénégalaises et des Sénégalais, par nous-mêmes. Donc il est important, lorsqu'il y a des intempéries, des inondations, que d'abord, nous-mêmes, nous nous mettions à l'œuvre, que l'État se mette pleinement à la disposition des populations, mais que chaque citoyen aussi, frappé par cette calamité, puisse déjà se mettre à l'œuvre et apporter sa contribution, si modeste soit-elle, puisqu'il est évident que devant les forces de la nature, eh bien, nos moyens restent toujours très limités, vous l'avez vu.
à la télévision. Hier encore, la plus grande nation du monde est frappée par des inondations. Et tout l'État du Colorado aujourd'hui est sous état d'urgence, puisque simplement, malgré les moyens de cette nation, lorsque le ciel ouvre ses vannes de façon exceptionnelle, les ouvrages ne sont pas dimensionnés pour faire face. Mais nous ne devons pas baisser les bras, c'est ce que nous essayons au Sénégal à travers notre plan décennal de lutte contre les inondations, de mettre en œuvre en créant des ouvrages de drainage des eaux de pluie, en faisant de la restructuration de quartiers, parce que pour habiter dans des endroits, il faut faire de l'aménagement, il faut prévoir le passage de l'eau, il faut prévoir des décharges pour les ordures, il faut prévoir des établissements humains, dispensaires, une école, etc., etc. Et cela, nous devons tous nous mobiliser pour réussir ce pari pour notre pays. Un État en action pour être en première ligne face aux besoins des populations. Des moyens seront mis à la disposition de la jeunesse pour son épanouissement social et professionnel. Des sources d'emploi sont déjà ficelées. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que des moyens consistants seront mis à votre disposition pour occuper la jeunesse nationale, mais aussi pour lui donner des perspectives. Et dans ce cadre, je décide que le domaine agricole communautaire, qui vont être une véritable source d'emploi pour la jeunesse, et aussi des revenus consistants, devront être finalisés très bientôt, afin que le ministère puisse avoir d'autres leviers, en plus de ceux déjà dont il dispose, en vue de mener convenablement et à bon port la mission que je vous ai confiée et qui est essentielle, puisque la jeunesse dans notre pays reste la majorité. La majorité de la population est jeune, elle est même très jeune. Il faut que nous nous occupions de cette jeunesse pour nous occuper du Sénégal de demain. L'initiative du ministère de la Jeunesse est saluée par le chef de l'État, qui souhaite l'implication de plus de jeunes dans l'édification d'une conscience nouvelle, puisqu'entre leurs mains se trouve l'avenir du Sénégal. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a accordé une audience à la présidente du groupe de développement des Nations Unies, mais également administratrice du programme des Nations Unies pour le développement, la coopération Tchad-ONU au menu des discussions. À quelques heures de la fin de sa visite officielle au Tchad, la présidente du groupe de développement des Nations Unies et administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, a tenu à rencontrer le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour un double objectif. Le premier est celui d'approfondir les sujets restés en suspens lors de l'audience que lui a accordée le président de la République à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, en mai 2013, et cela en marge du 21e sommet de l'Union africaine et du cinquantenaire de l'OUA-UA. Au cours des discussions à Addis Ababa, Mme Hélène Clark et le chef de l'État ont échangé sur les questions de pauvreté et de lutte pour son éradication à travers le nouveau plan du développement du Tchad élaboré de commun accord avec le gouvernement. Mme Hélène Clark avait promis en son temps de soutenir les 10 programmes en mobilisant les partenaires et bailleurs de fonds. Ces sujets étaient à nouveau sur la table ce mardi entre le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et Mme Hélène Clark. Selon l'administrateur du PNUD, la table ronde des bailleurs aura lieu en 2014 et son institution sera du côté du gouvernement tchadien pour l'aider à organiser ce grand meeting des bailleurs et partenaires. 48 heures avant son entretien avec le président de la République, Mme Hélène Clark est allée dans le Tchad profond, plus particulièrement à Gozbeida. Dans la région de Sila, elle a visité un village de retournés tchadiens et de réfugiés soudanais. La diplomate onusienne a pu constater en live que les réfugiés et retournés vaquent normalement à leurs occupations et en toute quiétude. Elle a tenu à féliciter de vive voix le chef de l'État pour ses efforts incommensurables dans l'instauration de la paix et de la stabilité au Tchad.
Et puis toujours au Tchad, l'association Ouara International a offert un don au ministère de la Santé publique. Il s'agit des motos-ambulances destinées aux femmes du monde rural. Un geste de Ouara International au ministère de la Santé publique pour réduire les distances entre les structures primaires de santé vers les structures de référence. Ceci en vue d'améliorer la prise en charge rapide et efficiente de la mère et de l'enfant. La première dame Hinda Debi Itno reçoit des mains du chef de mission de cette association un échantillon de 3 des 26 motos-ambulances. Cette année, Ouara International souhaite renforcer ses activités au Tchad afin de doubler le nombre de lits disponibles dans le Centre national de santé de la reproduction et la prise en charge des fissures obstétricales et étendre ses activités à l'ensemble de son maternel. La campagne de sensibilisation en cours et le déploiement des 26 motos-ambulances participeront, je suis convaincu, à l'amélioration de l'accès des femmes aux soins de qualité. Le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant se réjouit que son institution ait été choisie par le ministère de la Santé publique pour la remise de ces motos-ambulances. C'est une reconnaissance du rôle combien important que l'hôpital de la mère et de l'enfant joue dans l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad. Nous recevons beaucoup de malades qui viennent de partout. À titre d'exemple, en cette saison propice au paludisme chez les enfants, nous recevons en moyenne, écoutez-moi bien, 200 à 250 malades par jour aux urgences pédiatriques. Ces motos-ambulances destinées aux femmes rurales du Tchad sont équipées de brancards pour patientes, de sièges pour le personnel soignant et accompagnant. Très économique, la moto-ambulance ne consomme qu'1 litre d'essence pour 30 km parcourus. Et on y est encore. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies a reçu ce mardi une équipe d'experts internationaux en la matière. Ils ont discuté sur leur planning de travail. C'est sur la demande des plus hautes autorités que l'équipe des experts en technologie d'information et de la communication de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Internet Society et ceux de Internet Corporation for Asian Names and Numbers séjournent depuis 72 heures au Tchad. Cette équipe conduite par le chef opération officier d'Afrique Night Anne Rachel Iné qui souhaite recruter 7 experts pour procéder à une étude diagnostique du secteur des technologies, de l'information et de la communication au Tchad a été reçue ce matin par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Nous sommes allés présenter à Monsieur le ministre un peu notre programme de travail pour la semaine, la vision aussi du Tchad sur ce que les autorités veulent que le Tchad devienne sur Internet demain, pour que nous puissions cadrer aussi dans le sens de l'audit que nous devons faire. Le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information, qui se réjouit de la volonté des partenaires internationaux d'accompagner les plus hautes autorités dans leur vision de faire du Tchad un pays de référence en matière de technologie de l'information et de la communication en Afrique, estime que la présence de ces experts est d'une importance capitale. Nous attendons avec impatience les résultats de leur travail pour essayer, dans un premier temps, de réactualiser la stratégie nationale de développement des TIC qui date de 2007. Et puis, bien évidemment, d'autres mesures vont également à suivre sur la base de ces recommandations. L'équipe conduite par Anne Rachel Iné, qui a déjà eu des séances de travail avec les responsables des grandes institutions du pays, aura à rencontrer tous les partenaires impliqués dans la mission d'audit. C'est la fin de formation pour la 2e promotion du corps d'état-major des forces armées togolaises. À cet effet, 18 officiers se sont vus décerner leur diplôme de fin de formation. Ils sont 18 officiers stagiaires de la 2e promotion du corps d'état-major des forces armées togolaises, FAT. Au nom du chef de l'État, chef des armées, de recevoir votre diplôme d'état-major. À recevoir leur diplôme de fin de formation. Baptisée promotion rigueur, celle-ci a pour parrain son Excellence Fort Essos Zimnon Yassingbe, chef suprême des armées. Elle est une promotion issue des différents corps d'armes de l'armée, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine puis la gendarmerie. La cérémonie a été officiée par le chef d'état-major des FAT, le général Mohamed Achatitik Pina, qui a dans son discours insisté sur la lourde tâche qui attend ses officiers dans l'environnement administratif. Voici venu le moment à partir duquel
s'impose au quotidien pour vous un travail personnel pour plus d'efficacité opérationnelle, car vous êtes devenu partie intégrante du pilier de la durabilité de l'État. Vos actions doivent répondre à une obligation de respect de l'éthique et de la déontologie opérationnelle. Vous êtes désormais classé parmi les grands chefs. Vous devez maintenant le prouver en ne travaillant que pour l'intérêt général de la nation tout entière. N'oubliez surtout pas que les subordonnés et vos supérieurs vous observent dans un monde devenu très exigeant avec des moyens limités. Le chef d'état-major a également rappelé aux officiers sortants les principes de respect dans l'accomplissement de leurs devoirs. Vous devez en permanence œuvrer au respect des droits de l'homme et à l'unité nationale, chère au chef des armées et au peuple togolais tout entier. Vous devez à la nation togolaise une loyauté sans faille. C'est comme cela que vous contribuerez au développement de notre cher pays, le Togo. C'est pourquoi je vous exhorte à vous aligner sur la vision du chef des armées afin de vous éviter tout égarement dans un Togo résolument lancé sur la voie démocratique, comme vient de le prouver les récentes élections législatives libres, transparentes et acceptées par tous. Pour le président de cette deuxième promotion, le lieutenant-colonel Jato Nadinga, ces officiers ont acquis des aptitudes pour leur prochaine mission. La liberté d'expression et d'opinion au centre d'un atelier de formation de 3 jours à Lomé, c'est toujours au Togo. Atelier organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Objectif, renforcer les capacités professionnelles des médias. La démocratie est une valeur universelle qui suppose que les peuples choisissent leur propre système politique, économique, social et culturel en exprimant librement leur volonté. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme Togo, à travers cet atelier d'échange, vise à rappeler les principes fondamentaux de la liberté d'opinion et d'expression. Il vise également à faire ressortir la dimension réelle ainsi que les implications de la liberté d'opinion et d'expression. La liberté d'expression est essentielle en ce qu'elle aide le fonctionnement d'une démocratie et la participation publique aux prises de décision. Notre ambition en initiant cette activité est de faire ressortir la dimension réelle ainsi que les implications de la liberté d'opinion et d'expression telles que proclamées par les instruments internationaux des droits de l'homme. Durant 3 jours, les participants auront à débattre sur des questions telles que trilogie, liberté d'expression, politique et médias dans le contexte togolais, la protection et la sauvegarde de la liberté d'expression, réharmoniser et renforcer les liens entre les médias et les instances de régulation sont les attentes du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ainsi que le président des patrons de presse au sortir de ces rencontres. Beaucoup de journalistes se plaignent par rapport effectivement aux relations très tendues souvent qu'ils ont avec la HAC, aux relations tendues qu'ils ont souvent également avec l'Observatoire togolais des médias. Nous voulons à travers ce séminaire, vous voyez les experts qui sont venus du Bénin, du Sénégal, du Nigeria. Nous voudrons à partir de leurs expériences que nous puissions tirer profit et à l'organisation effectivement future de ces assises que nous aurons très bientôt pour la presse privée togolaise. Cet atelier qui se tient du 17 au 19 septembre prochain est organisé dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre. Au Bénin, audience du président Boniaï de délégation était ce mardi à son cabinet. Au menu des discussions, les problèmes qui freinent les projets de développement dans le pays. Suite aux informations qui lui sont parvenues concernant des vols de matériel, des agressions et des actes de vandalisme qui s'opèrent sur certains projets d'électrification dans la commune de Zakota, le président Boniaï a convoqué le conseil communal
pour le sensibiliser d'une part et donner d'autre part des instructions fermes afin que de tels actes ne se reproduisent plus. Et nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le chef de l'État qui a bien voulu nous faire l'honneur parce que ce n'était pas acquis d'avance que pour des actes d'incivisme qu'on puisse inviter les gens et discuter. On aurait pu nous sanctionner de loin, mais tel n'a pas été le cas. Et le chef de l'État nous a appelés pour nous sensibiliser et à travers nous, nos populations, pour que désormais les actes d'incivisme ou de vandalisme qui s'opèrent pendant que nous sommes en train d'être accompagnés sur des projets prioritaires pour nos communautés, que ces actes-là soient à jamais découragés. C'est un cri de cœur des populations des Zakota que nous sommes venus porter au palais ici en 2010, toujours avec le préfet, qui a voulu nous accompagner. Donc il y a une forte mobilisation autour de l'éducation de la commune. Zakota bénéficie de l'éducation à très haute intensité et ce n'est pas bien d'entendre que autour de cet acte de haute portée de développement socio-économique, que des individus, fut-ils sortis de la couille de Jupiter ou bien des centaines de Satan, puissent venir s'interposer. Et je crois que c'est cela. C'est-à-dire que Zakota bénéficie d'un grand programme de l'éducation. C'est vrai, ça couvre tout le territoire national, mais nous, on a mis, pour le chef de l'État, a mis un point particulier à nous soigner par rapport à l'éducation. Et que des citoyens de Zakota s'interposent, soit par des vols de matériel ou bien d'agression sur les agents chargés, n'est-ce pas, d'exécuter ces travaux, ou par des braquages, parce que ça fait autant de chapelets, d'incivisme, d'actes d'incivisme qui sont portés à l'attention de la haute autorité et pour lesquels on nous a appelés pour nous sensibiliser. Je crois que la formule n'aurait pas été du tout celle-là, serait de nous sanctionner. Point. Mais tel n'a pas été le cas. Nous en profitons pour remercier le chef de l'État pour cet honneur qu'il porte toujours à porter la commune de Zakota. Et nous avons pris l'engagement pour que désormais, je dis plus jamais ça. Le ministre de l'économie maritime a conduit une délégation composée du directeur général du port autonome de Cotonou, du directeur de la marine marchande et du secrétaire général du groupe AP Moller au cabinet du chef de l'État. Les discussions ont porté sur l'enlèvement d'une épave qui se trouve dans l'emprise du site de construction d'un épi de protection de la côte à l'est de Cotonou. Toujours au Bénin, une école d'aquaculture pourrait très prochainement voir le jour au courant de cette rentrée scolaire 2013-2014. À cet effet, une séance de travail s'est déroulée entre le conseil communal et une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes disposés à vous accompagner pour l'ouverture du centre universitaire d'Ado. La vision des autorités de faire du Bénin un pôle d'attraction en termes d'agriculture prend progressivement corps. Les membres de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont venus en éclaireur se rendre compte de la possibilité pour la commune d'Adjoum d'abriter une école d'aquaculture. La mission première qui est assignée à ces nouvelles écoles, dont celle d'Adjoum qui ouvrira ses portes d'ici à là, c'est de faire en sorte que la formation d'abord soit professionnelle. La deuxième chose, c'est des centres qui vont travailler en étroite collaboration avec les communes. Il faut qu'on ait l'accompagnement de toutes les couches socio-professionnelles d'Adjoum. Mais en retour, il faut que l'université soit au service des populations. La commune d'Adjoum, dans la vallée de l'Ouémé, n'est pas choisie au hasard. Et cette initiative entre dans le cadre de la création de l'Université nationale des sciences et technologies agricoles de Kétou. Cette université vient de la vision du chef de l'État, le docteur Boni Yahi. Et c'est un rêve pour lui qui date des années 2007. Et ce rêve a été concrétisé par le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement pour s'intégrer dans la politique du ministre d'État, le professeur François Abiola, qui est celle
de mettre en place des centres universitaires qui doivent converger vers de nouvelles universités. Voici le domaine de 100 hectares retenu pour abriter cette école. Mais le conseil communal d'Adjoum a mis à la disposition de l'État cet espace pour démarrer la formation des étudiants en aquaculture dès cette rentrée 2013-2014. Merci au chef de l'État qui pense toujours au développement de la vallée. Et de haut de cette tribune, je voudrais demander à toutes les filles et tous les fils de la vallée de nous rejoindre pour accompagner ce centre universitaire pour que les jeunes étudiants qui seront envoyés ici seront dans de très bonnes conditions. Au nombre des écoles prévues pour meubler l'université de Kétou figurent des centres de formation en système d'élevage, en production végétale et semencière, en horticulture et aménagement de l'espace vert, en énergie renouvelable, en construction mécanique et autres. La rentrée scolaire, c'est aussi en Algérie. Là-bas, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu mardi au nouveau pôle universitaire de Tipaza où il a donc visité les différentes infrastructures pédagogiques. Le développement de la compétitivité des entreprises algériennes nécessite un renforcement de la relation entre le secteur industriel et les universités, qui doivent, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, constituer une source d'innovation. Et c'est dans cette optique qu'une université regroupant des spécialités comme le management, le commerce ou encore l'Institut de planification et des statistiques a vu le jour dans la wilaya de Tipaza. Une université où le ministre s'est rendu ce matin afin de s'enquérir de l'état des lieux à quelques jours de la rentrée universitaire. Cette visite entre dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire 2013-2014 et après cette visite effectuée aujourd'hui à travers les différentes infrastructures pédagogiques dont dispose l'université de Tipaza, je peux dire que tout est fin prêt afin d'entamer l'année universitaire et accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Regroupant un ensemble d'écoles supérieures et d'instituts nationaux, ces acquisitions contribueront d'une manière significative à la gestion des entreprises et autres institutions du pays. L'actualité, c'est aussi au Gabon, ouverture d'un séminaire de sensibilisation sur les droits de l'homme. C'était à l'attention des institutions représentatives et délibérantes. C'est parce que les questions des droits de l'homme sont fondamentales dans la vie civile et politique des concitoyens que le ministre des droits de l'homme chargé des institutions constitutionnelles a initié un séminaire de sensibilisation sur les droits de l'homme à l'attention des institutions représentatives et délibérantes. Concernés au premier rang, les honorables députés dont le rôle consiste à voter des lois à même de garantir un mieux-être aux populations ont pu se rendre compte à travers les explications du ministre Ida Reteno-Asonoué de la nécessité de comprendre davantage les notions et les concepts liés au respect des droits de l'homme en vue d'une meilleure protection de la nation. Ce séminaire constitue une occasion d'importance à l'effet de nous souvenir que l'encadrement des droits de l'homme et les modalités de cet encadrement par l'Assemblée nationale est une garantie de l'effectivité des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels dans notre pays. C'est donc à raison que les caractéristiques et les catégories de ces droits feront l'objet d'une attention particulière au cours de ce séminaire. Un premier séminaire de genre qui a mobilisé la Commission des lois et des droits de l'homme. L'honorable Barnabé Ndoumou Mambungu, en sa qualité de président de la dite commission, a traduit toute la reconnaissance du numéro 1 de l'institution, M. Guizou Bandama, au gouvernement pour son attachement au respect des droits de l'homme. Une préoccupation souvent débattue lors des travaux à l'Assemblée nationale. C'est le lieu pour moi, Madame le ministre, de louer l'initiative que vous avez judicieusement prise d'organiser à l'attention des institutions représentatives et délibérantes cette série de rencontres de sensibilisation sur les droits de l'homme, question dont s'occupe et se préoccupe la commission que j'ai l'honneur de présider. Outre les échanges que, du reste, je souhaite interactifs, vous nous offrez là, Madame le ministre, l'opportunité d'un renforcement mutuel des connaissances sur une thématique qui, il faut en convenir, gagnerait à être davantage débattue et vulgarisée.
Ce nouveau partenariat qui débute ce jour entre les honorables députés et les responsables des droits de l'homme va sans aucun doute permettre à l'exécutif et aux législateurs de mettre en place des instruments juridiques appropriés afin d'assurer aux populations la jouissance des mêmes droits. Et on termine avec cette audience toujours du côté de la République gabonaise où le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu les responsables de la société chinoise CCC International. Au menu des discussions, plusieurs projets de développement. Présents au Gabon dans le cadre de la construction de la route Fougamou-Mouila, les responsables de la société chinoise CCC International sont allés exprimer au président de la République Ali Bongo Ondimba leurs intentions d'accompagner le Gabon dans la construction de plusieurs infrastructures, notamment dans les domaines de la route et des ponts. Nous avons parlé beaucoup de projets pendant l'audience. On a parlé des projets concernant la stratégie de Gabon vers Gabon Industrie et Gabon de Services. Nous avons parlé de projets de port, des projets de la construction de l'hypoville et aussi surtout les autoroutes. La CCC est une firme chinoise spécialisée dans les grands travaux et souhaite prendre une part active dans la modernisation du Gabon. Nous avons des projets en négociation avec le gouvernement. Monsieur le Président, il a connu très bien notre projet de la route Fougamou-Mouila et il a parlé beaucoup de bonnes choses pour notre entreprise. Cet échange entre le président de la République Ali Bongo Ondimba et les responsables de la société chinoise CCC International vise à doter le Gabon de plusieurs infrastructures modernes et d'améliorer le réseau routier national. Fin de cette édition d'Info Afrique. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Restez avec nous sur Afrique Média.